Le commissaire divisionnaire de police Boukari Traoré est notre invité du jour. Il est le chef du département de la planification et du suivi-évaluation du Comité national de lutte contre la drogue CNLD. Avec lui, nous parlons aujourd'hui de la 38e journée internationale contre l'abus et le trafic illicite de drogue. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour. Alors, première question, comment se porte le Comité national de lutte contre la drogue au Burkina avec ses nombreux défis? D'accord. Merci, M. Kaboré. Je voudrais, avant tout propos, remercier True TV qui nous donne cette occasion de pouvoir donner de la visibilité aux actions de lutte contre la drogue qui sont menées par les acteurs au niveau de Burkina Faso. Concernant le Comité national de lutte contre la drogue, nous pouvons dire que le comité se porte bien et que, en tout cas, les actions qui sont prévues doivent pouvoir nous permettre de revenir à bout de ce fléau-là. Alors, un travail est fait dans ce sens et déjà pour 2024, est-ce qu'on peut parler de l'état des lieux et même en début 2025, où est-ce qu'on en est en termes de lutte contre la drogue? Est-ce que le phénomène est toujours une réalité? Est-ce qu'il a régressé ou quel est l'état des lieux? Bon, déjà, ce qu'on peut dire, concernant la progression du phénomène, il faut des études pour pouvoir préciser exactement où nous en sommes. Mais ce qu'on peut dire, c'est que même le citoyen lambda dans la rue vous dira que le phénomène a pris de l'ampleur, c'est alarmant. C'est vrai qu'il n'y a pas eu une étude d'envergure nationale, mais il y a des étudiants qui ont fait des études au niveau de la ville de Ouagadougou concernant le phénomène. Et il se trouve qu'en 2011, il y avait un étudiant qui avait fait ses études et qui avait trouvé que le taux de prévalence était de 1,73% en 2011. Et un autre étudiant également s'est lancé dans cette quête de savoir un peu quelle est l'ampleur du phénomène en 2019. Et il s'est trouvé que le taux de prévalence en 2019 est remonté à 6,11. Soit une augmentation de 4,38% en moins de 10 ans. Ça, c'est déjà des études qui ont été faites uniquement que dans la ville de Ouagadougou. Donc c'est pour dire déjà que le phénomène vraiment a pris de l'ampleur, mais il faut dire que ce n'est pas parce que en fait rien n'est fait. Voilà. Qu'est-ce qui explique alors? Quels sont les facteurs? Il y a plusieurs facteurs qui expliquent. D'abord, il y a le contexte également sécuritaire, mais on n'est pas seul. La drogue, elle circule à travers le monde. Ce qui fait que le Burkina Faso, qui fait partie de ce monde-là, est impacté par rapport à ce qui se fait sur d'autres cieux. Voilà. Quelle est la frange de la population qui est plus exposée en termes de consommation quand vous regardez de 2011 à maintenant? De 2011 à maintenant, c'est la frange jeune. La frange jeune. Et dans cette frange jeune, depuis un certain nombre d'années, nous constatons que même le milieu scolaire est en train d'être gangréné par ce fléau-là. Donc vous parlez du milieu scolaire. Quels sont les types de drogues que l'on retrouve généralement dans ce milieu scolaire? Presque tous les types de drogues, mais de façon récurrente, on trouve du cannabis. Et puis les médicaments. Voilà. On trouve du cannabis, les médicaments, surtout les comprimés comme le tramadol. Voilà. Il y a pourtant beaucoup d'actions qui sont faites de sensibilisation sur le terrain. Le phénomène semble avoir la peau dure. Qu'est-ce qui manque exactement? Est-ce que ce sont des données disponibles facilement pour ces élèves? Est-ce qu'ils ont accès très facilement, comme je le dis? Qu'est-ce qui explique que malgré toutes les sensibilisations, ça perdure en milieu scolaire? Comme les gens ont l'habitude de le dire, c'est un phénomène qui a la peau dure. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'actions qui ont été menées dans ce cadre. On peut donner quelques chiffres, comme en 2024 par exemple, parce que comme 2025 est en cours, on n'a pas encore les données arrêtées. Mais en 2024, il faut savoir que dans le cadre de la sensibilisation, il y a plus de 89 000 personnes qui ont été touchées. 89 000. Voilà. C'est vrai que par rapport à l'ensemble de la population, ce n'est pas beaucoup, mais quand même, 89 000 personnes, donc près de 100 000 personnes, ça veut dire qu'il y a un message quand même qui est passé.
Et également au niveau donc de la répression, il faut savoir que les forces de l'ordre ont pu donc saisir plus de 133 tonnes donc de drogue. Et il y a plus de 500 personnes qui ont été déférées. Voilà. Et en matière donc de traitement, eh bien, il y a au moins 2500 personnes, plus de 2500 personnes donc, ont été prises en charge. Et il y a autour de 186 personnes donc, qui ont été aussi réinsérées. Donc il y a un travail qui est fait. Mais nous sommes conscients que ce travail reste insuffisant et qu'il faut faire encore plus d'efforts. Mais pour ce qui est de la drogue donc, au niveau donc, du monde scolaire, il faut dire qu'il y a plusieurs facteurs. Plusieurs facteurs parce qu'il y a des élèves qui vont vers la drogue, mais il y a également des délinquants ou des dealers qui envoient donc la drogue dans les établissements. Et nous savons qu'il y a plusieurs établissements, par exemple, qui n'ont pas donc de clôture, de murs et autres, qui sont traversés par n'importe qui. Donc, ce qui fait que souvent, eh bien, les alentours donc, des établissements sont des points donc, de vente, souvent des dealers qui trouvent donc aux enfants une source donc un marché, on va dire, potentiel. Et comme souvent, ils n'ont pas la bonne information ou ils se font entraîner par certains camarades qui leur disent que telle substance rend comme ça, telle substance rend autrement. Ce qui fait que au moment où ils vont savoir que bon, il y a danger, souvent c'est un peu trop tard ou bien ils ont déjà développé ce que nous appelons donc une dépendance qui fait que maintenant il ne va plus vers la drogue par plaisir, mais il va vers la drogue par obligation parce que il y a en lui donc un phénomène qui le pousse à satisfaire donc cette envie de consommer là. Alors, avant que l'élève ne se rende sur le lieu de l'établissement, eh bien, il est de la responsabilité parentale à la maison ou même dans la rue. C'est le parent qui encadre, qui s'occupe de l'éducation. Mais en milieu scolaire, lorsqu'il est à l'école, est-ce que le rôle n'est pas beaucoup plus lié aux éducateurs? Est-ce qu'il n'y a pas des mécanismes de contrôle qui ne sont pas mis en place et qui se devaient de l'être? Rien que quand on regarde les petits marchés, est-ce qu'on prend le soin de vérifier qu'est-ce qui est vendu au sein d'un établissement aux enfants et tout, quelles sont les boutiques qui se trouvent autour, parce que les drogues, il ne s'agit pas que des drogues pures, il y a même il y a des boissons qui sont considérées comme la drogue aujourd'hui. Est-ce que ce travail aussi est fait? Bon, moi je dirais que ici la responsabilité est partagée. Partagée en ce sens que ce n'est pas uniquement à l'école d'éduquer donc un enfant. Ça veut dire également qu'il y a des gens qui donc viennent à l'école avec un certain nombre donc, de comportements ou d'agissements qu'ils ont dehors, à la maison ou en famille ou dans leur entourage. Et donc, il est vrai qu'une fois donc, que l'enfant prend la route de l'école, pour les parents déjà, c'est l'école qui sera en charge. Mais entre la maison et l'école, beaucoup de choses peuvent se passer. Tout à fait. Voilà. Et comme je l'avais dit tantôt, on a des établissements souvent qui ne sont pas clôturés. Et donc, alors qu'il y a des pauses. Donc, on ne va pas se mettre directement à accuser les petits marchés donc, dans les écoles, même si, possiblement, ces marchés-là également peuvent avoir certaines choses. Parce que vous avez fait cas donc, de certaines boissons. Et bien, effectivement, il y a certains donc, établissements, dans certains établissements, effectivement, ils ont vendu donc, certaines boissons qui, à mon sens et à notre avis au niveau du comité, ne sont pas bien donc, pour les jeunes. Et donc, soit parce que même les responsables d'établissement même ne savent pas que cette boisson-là est dangereuse pour donc, la consommation donc, des jeunes. Et c'est pourquoi, depuis un certain temps, eh bien, le secrétariat permanent du Comité national de lutte contre la drogue a fait du milieu scolaire, en tout cas une cible privilégiée, de telle sorte que, en tout cas, chaque année, il y a plusieurs campagnes qui sont organisées donc, dans les régions pour toucher donc, ces établissements-là. Donc, nous essayons de donner de la bonne information, non seulement aux éducateurs, mais également aux jeunes eux-mêmes, aux élèves eux-mêmes. En ce sens que, normalement, nous espérons que si la bonne information est reçue, ça veut dire qu'en ce moment, l'élève sera mis donc face à ses responsabilités à lui. Parce que souvent, il y a d'autres qui y vont par ignorance. Maintenant, je disais que ce n'est pas seulement le seul fait donc des établissements. Il faut prendre en compte eh bien, la famille qui pourrait aussi donner une certaine éducation à l'enfant qui fait qu'il peut avoir de la personnalité pour dire non à certaines substances ou pour dire non à des choses qui sont remises donc par des étrangers. S'il n'y a pas ça, ça va être difficile parce que même si l'établissement a mis donc des vigiles, de la sécurité, tout et tout,
comme je l'ai dit, souvent entre la maison et l'école, la route est longue. Et plusieurs choses donc peuvent s'y passer. Voilà. Donc, il ne faut pas voir seulement la consommation en milieu scolaire comme le fait seul de l'établissement. Parce que ils ont des sacs. À moins que vous mettez donc justement chaque matin. Justement, j'ai parlé du fait que est-ce qu'il n'y a pas cette possibilité maintenant, quand on voit le phénomène qui a la peau dure, de mener un certain nombre d'opérations de temps en temps dans les établissements, des fouilles. Est-ce qu'on ne devrait pas en arriver là? Oui, mais ça veut dire qu'à ce moment, il faut réserver une part donc pour ces fouilles-là. Parce qu'il y a des établissements qui comptent, je ne sais pas, près de 500 élèves. Qu'est-ce que vous faites? Voilà. Et encore, il faut dédier donc du personnel à ce niveau-là. Donc, souvent, ceux qui sont chargés donc de s'entretenir avec les élèves dans les établissements, ce sont les agents de la vie scolaire. Et vraiment, ils sont un peu plus proches donc des élèves. Ce qui fait que, au niveau donc du secrétariat permanent, eh bien, nous avons donc choisi également cette cible-là pour qu'ils soient donc des relais dans les établissements, donc pour pouvoir donc sensibiliser les élèves. Et il faut savoir aussi que les forces de l'ordre ne peuvent pas s'inviter donc comme ça dans un établissement à cause des franchises scolaires. Donc, ce qui fait que s'il n'y a pas une situation de flagrance ou s'il n'y a pas eu donc d'appel au niveau du chef d'établissement, bon, ça va être difficile pour les forces de l'ordre donc d'intervenir. Voilà. Maintenant, comme je l'ai dit, si vous avez un grand nombre donc d'élèves et que vous devez procéder à des fouilles, bon, il faut un personnel affecté. Et également, il faut du temps. Parce que, comme je l'ai dit, c'est généralement dans des sacs, mais également, il y a des fouilles corporelles qu'il faut faire. Bon, ça peut, un temps soit peu, effrayer voilà, les élèves et puis empêcher. Mais comme je l'ai dit, l'essentiel de l'information pour nous, c'est que l'élève on arrive pourtant à le faire avant les évaluations, avant les devoirs et tout. Oui, parce qu'en ce moment, c'est ciblé et il y a une période donnée. D'accord. Quand on arrive à le faire, c'est parce que c'est dans chaque classe. Et bon, souvent, ce n'est pas tout le monde qui est évalué en même temps. Donc là, on arrive à le faire. C'est circonscrit. Mais ce qui est fait, c'est que souvent, ce n'est pas les sacs. Par exemple, je sais que bon, nous sommes tous passés par là. Quand il y a des évaluations, on vous dit déposez vos sacs devant. En tout cas, c'est séparé de son sac. Donc vous voyez que là, on ne fouille pas, il n'y a pas de temps. Maintenant, est-ce qu'on fouille les individus? On ne fouille pas les individus. Seulement, on vous informe. Vous n'avez pas le droit d'avoir certains types de matériel ou d'objets ou de fascicules avec vous. Maintenant, si celui qui est pris en possession de certains documents qu'on avait déjà dit interdits, eh bien, à ce moment, la personne va être sanctionnée. Donc, en matière de drogue aussi, il faut aussi passer l'information en disant que telle substance ne sont pas bien donc pour votre santé. C'est pourquoi j'ai dit, nous, on voudrait agir plus sur l'individu. On se dit que, est-ce que ce n'est pas déjà stipulé dans le règlement intérieur de chaque établissement? Bon, est-ce que nous sommes sûrs que les élèves même maîtrisent bien leur règlement intérieur? Parce que les gens sont inscrits, les règlements intérieurs sont là, c'est déposé dans des bureaux. Donc souvent, il n'y a pas d'échange. Bon, c'est un peu quelque chose de la vie courante où on peut dire ça, tel fait ne sont pas bien ici, oui. Mais concrètement, bon, je ne pense pas. Ça, je ne veux pas avancer sur un terrain que je ne maîtrise pas. Mais à mon avis, je ne pense pas qu'il y a vraiment des séances d'appropriation comme ça des textes dans de l'établissement. Ce qui fait que les gens, ils viennent à la rentrée, ils commencent les cours à la fin. Bon, les cours sont terminés. Et puis bon, on se dit à l'année prochaine. Ce qui est malheureux donc, à revoir. Donc, votre question me permet donc de poser donc ces préoccupations et de donner cette idée aussi qui pourrait être exploitée donc par les établissements, comme vous l'avez dit. On peut choisir par moment des classes comme ça, parce que comme je l'ai dit, si on veut faire tout le monde, le temps peut être compliqué, mais de façon inopinée, on peut cibler des classes une fois ou deux fois par semaine où on procède donc à des fouilles. Comme je l'ai dit, en ce moment, comme on est susceptible donc d'être fouillé à tout moment, en ce moment, on fera beaucoup plus donc attention. Voilà. Donc ça peut être une idée. D'accord. La lutte contre le phénomène ne se limite pas en milieu scolaire, mais j'insiste là-dessus parce que vous l'avez dit, le phénomène est beaucoup plus grandissant au niveau des jeunes. Qu'est-ce qui est fait au niveau du Comité national de lutte contre la drogue par rapport à ces lieux de vente où l'on retrouve des stupéfiants, où l'on retrouve des boissons à forte teneur d'alcool qui constituent aussi des formes de drogue? Qu'est-ce qui est fait par rapport à cela quand on sait que c'est déjà interdit?
il y a une certaine proximité que l'on ne doit pas avoir avec les établissements, mais le phénomène perdure et on constate à tout bout de champ. Qu'est-ce que vous faites à ce niveau? Peut-être que vous-même vous envoyez dans votre quartier. Qu'est-ce qui est fait? Mais c'est le Comité national de lutte contre la drogue, donc, il joue son rôle. Son rôle, c'est quoi? C'est d'abord d'apporter donc la bonne information donc à tout le monde, à toute la population, quelle que soit donc la frange. Maintenant, il faut savoir que on a des textes qui existent au Burkina, donc qui ne sont pas respectés donc par tout le monde. Vous voyez, concernant les établissements, normalement, eh bien, un débit de boisson devrait être situé à partir donc des murs de l'établissement à au moins 400 mètres. Ça, ce sont les textes. Mais nous voyons de constat, nous voyons souvent certains débits de boissons donc à proximité, donc à moins souvent même au mur même de l'établissement. Et les petits marchés donc qui sont dans les enceintes donc, des établissements à l'intérieur. Donc l'idée c'est vraiment de permettre aux élèves peut-être à la récréation de pouvoir donc prendre quelque chose parce que la journée est longue. Il y en a aussi qui peuvent quitter très tôt le matin chez eux sans prendre quelque chose, un petit déjeuner ou autre. Et c'était vraiment la bonne vision. Mais vous savez que parmi chaque population, il y a toujours des individus qui se jouent donc les plus malins et qui essaient de pratiquer en fait des activités qui peuvent être illicites en soi-disant donc pour arrondir donc les fins de mois. Et dans ce sens-là, eh bien le comité, lorsque le comité est touché, lorsque le secrétariat permanent du comité national de lutte contre la drogue est touché, nous essayons donc d'abord d'approcher l'établissement pour donc essayer de comprendre qu'est-ce qui est à l'origine d'un tel. Parce qu'il y a des écoles qui sont venues trouver des débits de boissons. Ça, comment on fait? Il faut régler. C'est vrai qu'on a dit que le débit de boisson ne doit pas se situer donc à proximité de l'école. Mais plusieurs personnes nous ont fait cette remarque-là. Quand c'est l'école qui vient s'ouvrir, donc à côté d'un débit de boisson, donc nous on se pose la question, est-ce que l'école avait lieu d'être là où elle est? Pourtant l'école a ses autorisations malgré tout. Mais souvent, même le débit de boisson, ils détiennent souvent des autorisations. Non, ce que je veux dire, c'est que l'école a pu acquérir ces autorisations malgré le fait qu'aux alentours, il y avait un débit de boisson. Il y avait un débit de boisson. Donc, souvent, nous nous poser la question, mais quand on approche l'établissement et qu'on essaie de comprendre, parce que de toute manière, que ce soit l'école qui soit venue trouver dans le débit de boisson ou que c'est le débit de boisson qui soit venu donc trouver l'école, nous, notre intérêt, c'est de vraiment sauver la population, c'est de sauver donc nos jeunes. En ce moment, nous essayons donc de voir qu'est-ce qui peut être fait et nous approchons donc les autorités compétentes à la matière. Dans des cas, c'est la mairie, voilà, pour essayer de comprendre. Et en ce moment, quand nous avons donc connaissance donc d'une situation où nous savons qu'ici, il y a la vente donc de boissons fortement alcoolisées et autres, d'ailleurs, je profite donc pour dire que concernant certains types donc de boissons à forte teneur d'alcool, c'était vendu librement et de façon légale parce qu'il n'y avait pas d'interdiction. Donc le comité ayant constaté que ça fait des dégâts donc au niveau de la population et surtout de sa jeunesse, a donc suscité à proposer donc la prise donc de textes pour interdire. Je ne vais pas citer donc des marques, bien sûr, mais les gens reconnaîtront que depuis un certain moment, il y a certaines boissons qu'on ne retrouve plus comme ça en circulation parce que, eh bien, en collaboration avec des services donc du ministère du Commerce, eh bien, il y a un décret donc qui a été pris en ce sens-là pour interdire certains types de boissons qui sont vraiment à forte teneur d'alcool. Donc c'est pour dire que le comité n'est pas assis et puis regarde. Mais il faut savoir que c'est souvent certaines réalités peuvent aussi dépasser donc la capacité donc du comité, mais nous essayons toujours d'attirer l'attention donc des autorités, de porter à la connaissance donc de nos autorités, et bien certaines situations dont nous avons connaissance. À ce moment, on peut agir. Voilà, pour régler cette situation. Alors, de plus en plus, il est question du genre dans la consommation des drogues. Bien que la semaine dernière, nous avons reçu ici Marie-Claire Tchandrebego et nous avons abordé la question, est-ce qu'il est vrai que de plus en plus, il n'y a pas que les garçons qui s'adonnent à la consommation de ces stupéfiants, de ces drogues? Est-ce qu'il est vrai qu'il y a des filles qui s'y mettent aussi? Oui, c'est vrai qu'il y a des filles qui s'y mettent. Malheureusement, pour le moment, les acteurs nous donnent donc juste cette information. Il y a le fait que les gens avaient pensé
que tout ce qui est consommation d'alcool, tout ce qui est consommation de drogue, c'était donc l'apanage donc des hommes. Mais de plus en plus, nous remarquons qu'il y a donc des filles, des femmes qui sont donc dans la consommation donc, de ces substances, même dans la vente. Il y a des réseaux qui ont été démantelés avec donc des femmes donc, qui faisaient donc partie donc, de ces réseaux. Et quand on parle par exemple des médicaments de la rue, c'est vendu en majorité donc, par des femmes. Mais ici, pour le moment, nos acteurs, nous passons donc l'information pour que nos acteurs puissent également, dans la collecte donc, des données, puissent mettre donc, à part, donc faire la part des choses en nous précisant en fait dans la sensibilisation ou dans l'interpellation, eh bien, en fonction donc du genre, quel est le nombre de personnes donc, qui ont été soit pris en charge, soit sensibilisées, pour qu'on puisse voir un peu la proportion donc, du genre qui a été touché, homme ou femme. Voilà. Donc quand nous partons donc, dans les établissements scolaires, nous essayons donc en tout cas de faire cette part des choses-là, en mettant donc les personnes qui ont été touchées, filles comme garçons. Voilà. Et donc de plus en plus, on a remarqué que souvent, même les femmes, souvent quelque part détiennent souvent des records dans des maquis voilà, qui sont vraiment déplorants. Alors, je me fais le porte-parole de certains auditeurs ou téléspectateurs qui ont cette impression que la lutte contre la drogue aujourd'hui se limite beaucoup plus en termes de célébration de journée. Nous sommes dans la période où on commémore cette journée internationale dédiée à la lutte, mais au-delà d'une telle journée, au-delà de tout ce qu'on peut entendre à travers ces journées, l'autre réalité pour laquelle beaucoup constatent, c'est qu'il y a très peu de moyens qui sont mis en œuvre. Le Burkina a peiné à avoir une stratégie nationale de lutte contre la drogue, c'est aujourd'hui une réalité, mais est-ce que les moyens sont mis pour permettre au comité justement de pouvoir travailler sur le terrain? On a parlé beaucoup de Ouagadougou, mais le phénomène ne se limite pas qu'à Ouagadougou, nous avons beaucoup d'autres régions. Est-ce que vous avez les moyens qu'il faut pour faire le travail? Bon, vous savez qu'en matière donc, de la lutte contre la drogue, les moyens sont rarement suffisants donc, dans ce cadre-là. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que le comité donc, a reçu donc, des moyens pour mettre en œuvre donc, la lutte contre la drogue au Burkina. Mais il faut dire que ces moyens-là restent limités. Ces moyens restent limités parce que, bon, il faut dire aussi que avec donc, le défi sécuritaire auquel notre pays fait face, bon, souvent les ressources se font un peu rares. Mais nous faisons toujours le plaidoyer. Nous demandons donc à l'État de faire encore plus d'efforts pour que nous puissions donc mener certaines activités. Mais il faut dire que la lutte ne se mène pas uniquement donc à Ouagadougou. Nous faisons chaque année donc des campagnes donc, de sensibilisation. Nous organisons chaque année des campagnes de sensibilisation et ces campagnes-là sont donc dirigées donc vers les régions. Voilà, nous faisons d'autres régions et je pense que l'année passée, nous avons fait la ville de Bobo Dioulasso, nous avons fait Tinkodogo, nous avons fait nous avons fait Dédougou et même cette année nous sommes encore répartis à Dédougou. Voilà, c'est pour dire que ce n'est pas donc à Ouagadougou seulement. Et même les saisies se font sur toute l'étendue donc du territoire national. Donc ce n'est pas uniquement à Ouagadougou. Voilà. Mais c'était peut-être pour ce qui concerne donc, les études que j'avais dit, donc les études donc, avaient été faites à Ouagadougou, mais la lutte se mène donc, sur toute l'étendue du territoire national. Le temps ne nous permettra pas d'aborder longuement, mais succinctement, parlez-nous de la stratégie actuelle de lutte contre la drogue. Eh bien, la stratégie nationale de lutte contre la drogue, dont l'élaboration a débuté donc en 2023 avec le rapport diagnostic. Et je l'ai dit, le Burkina a peiné à se doter d'une telle stratégie. Oui, mais il n'est jamais trop tard donc, pour bien faire. Et donc, nous disons simplement, nous avions foi que cette stratégie allait donc voir le jour un jour. Maintenant, il faut dire, comme je l'ai dit, on est un pays donc, avec des ressources limitées dont les priorités sont énormes. Voilà, donc peut-être que ça peut expliquer donc, le fait que bon, on a géré donc d'autres priorités donc, avant donc, de s'attaquer donc, à cette priorité-là. Donc, toujours est-il que si l'État donc, a consenti cette fois-ci donc, à donc, nous permet donc d'élaborer cette stratégie-là
eh bien, nous sommes heureux et que ça va faciliter et ça va apporter donc un plus au niveau de la lutte contre la drogue au Burkina Faso. Donc, cette stratégie, nous l'avons donc adoptée au comité national à l'Assemblée générale donc, du comité national de lutte contre la drogue l'année passée, donc le 28 novembre. Et nous sommes en tout cas sur la voie donc, de l'adoption au niveau donc, national. Voilà, parce que le document donc, a été présenté à l'instance donc, de validation des stratégies au Burkina Faso, qui a fait quelques observations donc, que nous avons pris en compte. Donc, nous attendons donc l'adoption prochaine donc, de cette stratégie-là. En tout cas, merci à vous, commissaire Boukari Traoré. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle que vous êtes le chef du département de la planification et du suivi-évaluation du Comité national de lutte contre la drogue. Encore, merci à vous. Merci à vous. Également, merci à vous, auditeurs et téléspectateurs des médias leaders Trui TV et Watt FM. Ainsi se referme donc ce numéro du DEJ Matinal Info que je prends toujours plaisir à vous présenter. En attendant de vous retrouver, Dieu voulant, pour un autre numéro, non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso. Au revoir. Trui TV, la télé interactive.